Bonsoir. Vous écoutez Parmi nous le diable. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au Golden State Killer. Je suis Capucine. Je suis avec Adélie. Bonsoir les filles. Et Eugénie. Bonsoir, ravie d'être là. Entre 1973 et 1986, le Golden State Killer a cambriolé et mis à sac plus de 150 maisons, commis au moins une soixantaine de viols et tué 13 personnes. Au cours de son parcours criminel, il s'est vu attribuer plusieurs surnoms, parmi lesquels le Visalia Ransacker, le saccageur de Visalia, le East Area Rapist, le violeur de la zone Est, et les Original Night Stalker, le premier harceleur de la nuit. Rancho Cordova est une petite ville située dans l'État de Californie, en banlieue de Sacramento, à 1h30 environ de San Francisco dans les terres. Lors du recensement de 1970, la ville comptait 30 000 habitants. C'est une banlieue propre mais populaire malgré tout, avec des maisons bon marché de plein pied. En 1972, une série de cambriolages commence dans la ville de Rancho Cordova. Ce qui est étonnant, c'est que le cambrioleur ne vole pas d'objets de valeur. Il vole plutôt des pièces d'argent, de l'argent liquide, des bijoux, souvent une seule boucle d'oreille en laissant l'autre sur place, des trophées, par exemple des trophées de sport remportés par les habitants de la maison cambriolée, des souvenirs, des photos prises de l'album photo, à chaque fois représentant une jeune fille ou une femme. On remarque donc que ces vols n'ont pas une motivation pécuniaire, car les objets volés n'ont aucune valeur marchande. Souvent, lors de ces cambriolages, ils dînent en se servant dans le réfrigérateur. Au-delà des vols, il aime tout mettre à sac. Il jette des objets par terre. Il fait des sortes de guirlandes au sol avec les sous-vêtements. Le cambrioleur s'attaque à de nombreuses maisons, jusqu'à 13 par week-end. Au départ, il cambriole des maisons quand leurs habitants sont absents. Mais au cours de l'année 1973, il commence à commettre ses cambriolages quand les habitants dorment. C'est là que les cambriolages prennent un aspect plus sexuel et plus pervers. Le cambrioleur prend des risques. Certaines femmes ont vu le cambrioleur qui était déshabillé au niveau de la partie inférieure du corps. Certaines ont été réveillées par cet homme alors qu'il leur caressait la poitrine pendant leur sommeil. Quand elles le surprenaient, il partait. En septembre 1973, une femme de 28 ans est seule chez elle avec son jeune enfant. Quelqu'un toque à la porte. Comme elle n'attend personne, elle ne répond pas. Alors elle entend des bruits à l'arrière de la maison. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit quelqu'un. L'homme se rend compte qu'il a été vu. Il fait mine de partir. La femme a peur et ferme à clé toutes les portes et toutes les fenêtres. Elle prend son pistolet. Tout à coup, elle entend de grands bruits. L'homme essaie de casser la porte de la cuisine pour rentrer. Elle tient son pistolet en direction de la porte de la cuisine et crie qu'elle est armée. De nouveau, l'homme fait mine de partir. Elle appelle la police. Elle raccroche. L'homme arrive. D'un grand coup, il casse la porte. Il lui saute dessus, la désarme. Quand la police arrive, il trouve la femme en vie, mais évanouie. Son agresseur s'est volatilisé. Plus de 50 maisons ont été cambriolées ou juste pénétrées pendant les 6 premiers mois de 1973. Parfois, il ne vole rien et fouille juste dans les sous-vêtements. Son premier meurtre connu est celui d'un chien. Ce qui s'est passé, c'est que le cambrioleur a essayé de rentrer dans une maison, mais que le chien de la maison voisine, un caniche, n'arrêtait pas d'aboyer. Le cambrioleur l'a frappé avec une bûche à proximité. C'était tellement violent qu'on en a parlé dans la presse locale. Ce ne sera pas le seul chien qu'il tuera. Durant ses cambriolages, il tue les chiens s'ils sont de petite ou de moyenne taille. En 1974, le cambrioleur passe de Rancho Cordova à Visalia, à 3h30 de route plus au sud. Il met à sac des chambres en jetant les contenus des tiroirs sur le sol. Le cambrioleur s'attarde beaucoup sur les sous-vêtements et la police trouve des preuves qu'il se masturbe lors des cambriolages. Cette année-là,
Beth Snelling est adolescente et habite avec ses parents à Visalia. Elle a entendu parler du cambrioleur qu'on surnomme le Visalia Ransacker, mais elle ne se sent pas inquiète. Pour elle, c'est juste un pervers et elle n'y pense pas. En 1975, Beth est dans sa chambre quand elle entend des bruits dehors. Tout à coup, son père arrive en trombe, le souffle court. Il lui dit qu'en rentrant du travail, il a vu un homme regarder par la fenêtre de sa fille. Quand il a voulu l'attraper, l'homme s'est échappé. Le père, Claude Snelling, fait un signalement à la police. 6 mois plus tard, Beth regarde la télévision dans sa chambre avec son petit ami. Elle dit que ce serait drôle que l'homme qui avait regardé par sa fenêtre 6 mois plus tôt soit en train de les regarder de nouveau. Elle fait alors mine de changer la chaîne de son téléviseur et s'approche ainsi de la fenêtre à laquelle elle jette un coup d'œil. L'homme est là, de nouveau, de l'autre côté de la fenêtre. Elle hurle. Son petit ami et son père se précipitent dehors pour l'attraper. Il s'est déjà enfui. 1 mois plus tard, la climatisation est cassée chez les Snelling. C'est le mois de septembre et il fait très chaud. La famille décide de dormir à la fenêtre ouverte. Beth est réveillée en pleine nuit par l'homme à califourchon sur elle. Il lui dit de se taire et qu'il la tuera si elle crie. Il lui ordonne de le suivre en silence. Il est armé, elle obéit. Ils sont presque devant la porte d'entrée quand Claude Snelling, le père de Beth, arrive en hurlant. Il essaie d'arrêter l'homme, mais se fait tirer dessus à 2 reprises. Claude Snelling s'effondre. L'homme s'enfuit. Claude Snelling est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. La police sait que le meurtrier de Claude Snelling est le Visalia Ransacker, car le pistolet qui a tué Claude Snelling est une arme volée lors d'un cambriolage seulement 11 jours avant le meurtre. C'est l'hiver 1975. La police a aperçu le Visalia Ransacker à plusieurs reprises, sans pour autant parvenir à l'attraper. À la fin de l'année 1975, on dénombre pas moins de 125 incidents à Visalia, mais la police estime le nombre de victimes au double. Les victimes n'ont pas toujours conscience d'être épiées par la fenêtre ou ne vont pas toutes en parler à la police. Pour la partie qui va suivre, il faut comprendre que le contexte de l'époque est particulier. Il est très difficile pour la police d'élucider les viols sans le développement de la technologie liée à l'ADN. Si le violeur se cache le visage et porte des gants, il est presque impossible pour la police de l'identifier. En juin 1976, Phyllis Henman a 22 ans. Elle habite avec son père à Rancho Cordova. Sa mère est morte 1 an et demi auparavant. Son père part quelques semaines rendre visite à de la famille dans un autre état, et Phyllis reste à Rancho Cordova pendant cette période. Elle remarque une voiture souvent garée devant chez elle, avec un homme à l'intérieur. Elle détourne la tête quand elle le regarde. Elle reçoit des coups de fil anonymes et personne au bout du fil. Une nuit, elle est réveillée par quelqu'un qui toque à la porte de sa chambre. Elle ouvre les yeux et voit un homme avec un passe-montagne et juste un t-shirt, donc pas de pantalon ni de slip. Elle se dit que c'est un mauvais rêve et se retourne dans le lit. Mais l'homme lui saute dessus, il la menace d'un couteau, l'attache avec des éléments trouvés sur place, dans sa chambre, par exemple un soutien-gorge. Il la viole. Après, il fouille la maison. À l'époque, la police de Rancho Cordova n'a pas de département pour les violences sexuelles. Ils ne savent pas gérer un viol. Phyllis n'a pas de soutien. On lui propose seulement des cachets pour la calmer. L'affaire est mise en pause et le sperme n'est pas analysé. L'affaire Phyllis Henman est ce qu'on croit être le premier viol de cet homme. Un matin, très tôt, en 1976, Jane Carson Sandler dit au revoir à son mari, qui part de bonne heure au travail. Elle se recouche au lit et prend dans ses bras son fils de 3 ans, qui voulait être avec elle pour lui faire un câlin. À ce moment-là, et juste après avoir entendu la porte du garage indiquant le départ de son mari, elle entend des bruits de pas dans le couloir. Elle pense que c'est son mari qui a oublié quelque chose, mais ce n'est pas lui. Elle est rapidement éblouie par le faisceau d'une lampe torche que quelqu'un dirige dans ses yeux. Il s'agit d'un homme portant un passe-montagne. L'homme dit à Jane « Tais-toi, 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 ou je te tue, et je ne veux que ton argent. »
Il attache Jane aux poignets et aux chevilles. Il déplace le fils de Jane hors du lit. À cet instant, Jane se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple cambriolage. L'homme se met alors à la violer. Après cela, il part dans la cuisine et mange un morceau, alors que Jane est toujours attachée. Puis il s'en va, 1 heure plus tard. Un policier commence à faire le lien entre les différentes affaires de viol, mais le shérif ne veut pas en entendre parler. Cependant, la rumeur d'un nouveau violeur en série dans la région enfle. Ce nouveau violeur qui terrorise les environs de Sacramento se voit attribuer un surnom par la presse locale, le East Area Rapist. À ce moment-là, le East Area Rapist change tout le temps de quartier et enchaîne les attaques, souvent sur les adolescentes. De fait, c'est impossible pour la police de mettre en place des patrouilles efficaces. Elle demande à la population de s'armer, de fermer les portes à clé, de prendre des chiens de garde, d'apprendre à mieux connaître ses voisins et leurs habitudes, et de signaler tout individu suspect. Mais ces conseils ne suffisent pas, et les attaques continuent. Phyllis Henman, la première victime du violeur, essaie d'aller de l'avant alors que la police décide de rouvrir son affaire. Puis les appels anonymes, comme ceux qu'elle recevait avant son viol, reprennent. Phyllis décide d'enregistrer les appels anonymes qu'elle reçoit. Elle emprunte le dictaphone de son père et l'enclenche quand elle reçoit un appel. Elle enregistre donc le East Area Rapist. Elle laisse le combiné décroché et place le dictaphone à côté, pendant qu'elle part faire autre chose. Quand elle écoute l'enregistrement, plus tard, elle est terrifiée. On entend des bruits de fortes respirations, puis, avec une voix qui semble sortie d'outre-tombe, « Je vais te tuer ». Puis « Connasse ». Puis « Putain de salope ». Elle reconnaît la voix de son violeur. Elle transmet l'enregistrement à la police. De leur côté, les victimes se réunissent pour discuter et organiser des cours d'autodéfense qu'elles dispensent dans les lycées et autres lieux publics. Mais la police recommande de ne pas se défendre face aux violeurs et de chercher à survivre avant tout. Cela crée de vives tensions au sein du centre de victimes de viol. La police décide de blâmer la pornographie en considérant que c'est une incitation au viol. Le shérif dit que le centre de victimes de viol est tenu par des femmes anti-hommes, anti-police et lesbiennes qui cherchent à discréditer la police avant tout. Les fonds alloués au centre par l'État sont donc suspendus. Les femmes manifestent devant le bureau du shérif en exigeant que le comté investisse dans leur sécurité en améliorant l'éclairage public et le centre de gestion des appels d'urgence. Elle demande aussi des peines plus lourdes pour les violeurs qui, à l'époque, en plus d'avoir très peu de chances d'être arrêtés, risquaient très peu d'années de prison. Elles sont finalement entendues. Chris McFarlane a 15 ans. Elle est très dévouée à la religion et prie quotidiennement. Le soir de la soirée de Noël de son nouveau lycée, elle reste chez elle car elle a une angine. Ses parents vont à un dîner. Elle se met au piano et joue. Elle entend quelques bruits dehors mais ne réagit pas, car elle est concentrée sur le piano. Tout à coup, un homme surgit à côté du piano avec un couteau. Il place immédiatement la lame sur la gorge de Chris. Il attache les mains de Chris et lui cache les yeux avec un vêtement. Il la met dans le jardin, découpe ses vêtements et l'y laisse nue dans le froid. On est en décembre. Il lui dit qu'il va la regarder de toutes les 10 secondes et que si elle bouge, il la tue. Chris reste sans bouger, tandis que le East Area Rapist met à sac la cuisine de la maison des McFarlane. Ensuite, il viole Chris 3 fois en l'espace d'1 heure. Chaque fois, il la ramène à l'intérieur pour le viol et la remet dans le jardin quand il a fini. La 3e fois, il la laisse par terre dans la maison. Elle a encore les yeux bandés. Au bout d'un moment, elle n'entend plus rien et décide de bouger. À ce moment-là, il lui saute dessus et la menace de la tuer. C'est là qu'elle réalise qu'il l'avait surveillée sans faire de bruit. Son but, c'est de faire peur.
Un soir de 1977, le East Area Rapist pénètre dans une maison avec une famille endormie. La famille avait pris toutes les précautions recommandées par la police, mais le violeur a coupé les fils du téléphone et débranché les lumières extérieures. Les menaçant avec une arme, il leur dit de se lever. Il passe à la femme des lacets de chaussures pour qu'elle attache son mari. Il place de la vaisselle sur le dos du mari. Si elle bouge et fait tomber de la vaisselle, il tue toute la famille. Il emmène la femme dans le salon et la viole à plusieurs reprises. Puis il va dans la cuisine et se prépare à manger. Il dit ensuite à la femme que si elle dit quoi que ce soit à la police ou aux médias, il tuera 2 personnes le lendemain. Puis il va voir le mari et lui dit l'inverse. S'il ne voit pas de gros titres sur le sujet ou si on n'en parle pas à la télévision le lendemain, il tuera 2 personnes. La police décide de faire un communiqué au sujet du profil psychologique du East Area Rapist. Ils disent que le violeur est un schizophrène paranoïaque avec une intelligence au-dessus de la moyenne, qu'il habite peut-être avec sa mère, qu'il s'est peut-être intéressé à un poste dans la police judiciaire. Ils suggèrent que l'homme viole à cause de son petit pénis, comme en avaient témoigné toutes les victimes. Le violeur se déplace de plus en plus. Les polices des différentes villes ont du mal à se mettre d'accord et cela bloque l'enquête. De plus en plus, il viole les femmes à proximité de leurs maris et menace les maris d'un pistolet pour leur faire peur. La police craint pour la suite, car après 50 viols, ils n'ont toujours pas de piste et remarquent une escalade de la violence. Les victimes témoignent du fait que le violeur sanglote après les viols. Une fois, l'une d'elles l'entend dire « Je te hais, Bonnie ». En 1979, un couple est attaqué chez lui à Goleta, une petite ville en banlieue de Santa Barbara. C'est le même mode opératoire. Le East Area Rapist attache l'homme, met un vêtement sur le visage de la femme pour qu'elle ne puisse rien voir. Il va ensuite à la cuisine. La femme l'entend se parler à lui-même. « Tu dois les tuer. » La femme décide donc d'essayer de s'enfuir. Le East Area Rapist la rattrape. Pendant ce temps, le mari essaie lui aussi de s'enfuir, mais fait du bruit. Alors le East Area Rapist essaie de le rattraper lui aussi. La femme essaie donc de s'échapper une 2e fois. Leur voisin, alerté par le bruit, se réveille. Coup de chance, c'est un agent du FBI. Il voit un homme qui s'enfuit en courant entre les maisons. En mars 1980, juste au sud de Santa Barbara, un avocat et sa femme, les Smith, sont retrouvés morts dans leur chambre, tués la tête écrasée par une bûche. Le East Area Rapist, devenu tueur en série, n'utilise plus d'armes à feu car c'est trop bruyant. Il passe au cou, comme avec le couple, mais c'est trop salissant. Désormais, il les couvre d'une couverture avant de les frapper à mort. Julia Jacob vit avec sa mère à Goleta. Un soir de 1981, elle rentre chez elle après un dîner. Elles aperçoivent un homme propre sur lui avec un chien. Tandis que Julia regarde le chien, qu'elle trouve mignon, sa mère lui dit qu'elle a peur de l'homme. L'homme, qui a vu les 2 femmes le regarder, se retourne brusquement. Les 2 femmes décident de rentrer chez elles. Le lendemain, la police leur apprend qu'ils ont retrouvé 2 personnes tuées chez elles, près de l'endroit où Julia et sa mère ont aperçu l'homme. Ce soir-là, il est passé de maison en maison pour faire ses cambriolages. Alors qu'il arrive à la dernière maison, il voit par la fenêtre que le couple n'est pas endormi et a une relation sexuelle. Il attend et regarde. Quand le couple s'endort, il pénètre dans la maison et les abat tous les 2. Il frappe 10 fois la femme à la tête. L'homme sera touché d'une balle et abattu de plusieurs dizaines de coups violents. Ensuite, il nettoie et prend à manger dans la cuisine. Il laisse une part de gâteau entamée. À ce moment-là, le East Area Rapist a commis 12 meurtres. Les meurtres de la région de Santa Barbara sont volontairement étouffés par la police du comté qui a passé un accord avec les agents immobiliers locaux pour ne pas divulguer l'affaire afin de ne pas faire chuter les prix de l'immobilier. C'est pour cette raison que ces crimes n'ont pas été reliés au East Area Rapist pendant des années. À l'époque, les examens réalisés lors de l'autopsie ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et notamment ceux pour voir si la victime a subi ou non un viol.
En l'occurrence, les policiers ont dit que les meurtres de Santa Barbara n'avaient pas été précédés par un viol, ce qui est faux. Un examen plus poussé aurait permis de voir que le violeur souffrait d'une anomalie génétique rare, observée lors des viols de la région de Sacramento. De même, la police ne fait pas le lien entre les différentes affaires de la région de Santa Barbara, menant l'enquête auprès de collègues ou d'anciens amants, au lieu d'envisager la piste d'un tueur en série. Maintenant, Eugénie va nous parler de l'arrestation de ce tueur. Le 4 mai 1986, à Irvine, le Golden State Killer tua une dernière fois. La victime s'appelait Janelle Cruz. 1986, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien plus rien, ou en tout cas plus rien de très concret. Il y avait eu un appel passé en 2001 à la fille d'une victime. On le sait, le tueur aime à se rappeler à ses victimes. Et c'est en 2001 qu'il se manifeste totalement pour la dernière fois. Mais alors, pourquoi un serial killer s'arrête-t-il soudain de commettre des crimes ? Beaucoup ont soumis l'hypothèse qu'après 1986, le Golden State Killer était soit mort, soit en prison, enfin interné dans un asile. Après ce dernier appel, plus de nouvel indice. C'est pas pour autant que l'affaire tombe dans l'oubli le plus total. Le fil des enquêteurs continue. Ils seront 13 inspecteurs, responsables de laboratoire, experts en criminologie, à avoir travaillé sur le dossier, des prémices au stade cold case de l'affaire jusqu'à la découverte de l'identité du criminel. Des enquêteurs en herbe, des passionnés nerveux de l'affaire, n'étant même pas nés pendant les faits ou n'ayant aucun rapport avec les victimes de près ou de loin, ont eux aussi épluché dans les moindres détails les cambriolages, les viols, les meurtres, en espérant trouver ce petit détail qui relancerait une piste. Et c'est l'avancée de la science qui, comme dans de nombreuses autres affaires non résolues à travers le monde, a permis de mettre fin à cette quête qui paraissait sans issue et interminable. En 1984, Alex Jeffreys découvre l'empreinte génétique et transforme la science médico-légale et la justice criminelle pour toujours. Dès le début des années 90, le laboratoire de police criminelle du comté d'Orange utilise le principe du test ADN. Il faut encore à cette époque 4 semaines pour traiter l'empreinte et un échantillon attesté de taille importante là où aujourd'hui quelques cellules de peau seulement suffisent. Mais en 1994, une avancée de taille va permettre de faire un grand pas dans l'affaire. Le CODIS, Combined DNA Index System, naît dans les mains du FBI. Cette base de données rassemble les empreintes ADN de personnes condamnées pour des crimes violents, mais aussi les empreintes d'ADN inconnues, prélevées sur des scènes de crime. Le comté d'Orange accélère la cadence sous cette impulsion, et en 1996, une correspondance est trouvée pour la première fois entre 3 affaires jusque-là non reliées. Les viols d'Harrington et meurtres de Wheaton et Janelle Cruz, le dernier du Golden State Killer dont je vous parlais. Le processus suit son cours et c'est en 2001 que l'East Area Rapist est officiellement relié au meurtre du comté d'Orange et donc à l'Original Night Stalker. Les bases de données ADN continuent de tourner pendant que de nouvelles personnalités s'inscrivent dans l'affaire. En effet, c'est dans les années 2010 que Michelle McNamara commence à s'intéresser à l'affaire, passionnée de crimes non résolus, et qu'elle étudie consciencieusement dans son blog True Crime Diaries. Elle mène une quête sans relâche pendant plusieurs années, amassant 3500 dossiers, des dizaines de carnets, des milliers de pages numérisées de rapports de police, sans compter les 37 cartons de dossiers que le procureur du comté d'Orange lui avait envoyés. Michelle avait tissé des liens avec de nombreux enquêteurs de l'affaire et de nombreux témoins. Elle en sortira un best-seller intitulé « Et je disparaîtrai dans la nuit, I'll be gone in the dark » en 2018 à titre posthume. En effet, Michelle McNamara ne sera pas là pour assister à la publication de son livre, ni à l'arrestation du criminel à qui elle a donné ce fameux nom du Golden State Killer. Comme un message prémonitoire dans le livre, nous pouvons retrouver des phrases telles que « On attrape toujours les imbéciles, aiment à dire les flics ». 99 cartons sur 100 correspondaient à ce genre d'arrestation. Mais le dernier, cependant, celui qui ne correspondait pas, il pouvait vous conduire à une mort prématurée, tant il était contrariant. Un mauvais mélange de médicaments pour l'aider à tenir dans sa quête effrénée et une faiblesse cardiaque auront eu raison d'elle. Elle avait le sentiment d'être proche du dénouement de l'affaire, que la traque allait bientôt aboutir. Elle y a grandement participé, sans le savoir puisque son livre, comme je vous l'ai dit, a permis un regain d'intérêt considérable du public pour l'affaire. Au moment de cette publication, le CODIS contenait près de 13 millions de génotypes de personnes, grâce notamment à l'extension décidée et controversée de 2004 aux personnes soupçonnées et non plus seulement condamnées pour un meurtre.
Le CODIS ne permet pas alors de trouver de correspondance, l'ADN du tueur n'ayant jamais été répertorié dans cette base. C'est à ce moment-là, après 40 ans d'enquête, que la police californienne décide d'aller plus loin, repoussant certaines questions d'éthique. Cela faisait plusieurs années déjà que les laboratoires privés de données généalogiques en ligne leur faisaient de l'œil. Ces bases permettent de découvrir, via un échantillon d'ADN, de nombreux éléments sur vos origines ethniques, vos risques de maladies héréditaires et même d'autres personnes qui ont un ADN qui correspond au vôtre, soit un parent. En France, cette pratique n'est pas autorisée, mais les laboratoires américains reçoivent de nombreux échantillons et de nombreuses demandes de recherche de correspondance à travers le monde. Pour des raisons évidentes d'éthique, concernant le respect des données et de la vie privée, la police et le gouvernement américain n'ont pas accès à ces bases de données. Cependant, arguant du fait qu'un grand nombre de profils soient rendus publics pour trouver des correspondances et ainsi réunir des parents éloignés, les enquêteurs ont donc créé un profil privé et téléchargé l'ADN du Golden State Killer sur plusieurs sites. Une correspondance fut trouvée sur le site GED Match et permit de retracer un ADN correspondant à des cousins éloignés du suspect jusqu'au 5e degré en remontant les arbres généalogiques jusqu'à ses arrière-arrière-arrière-grands-parents. Le 18 avril 2018, grâce au travail de ces 40 ans de recherche et de données accumulées, les recherches peuvent se concentrer sur la personne d'un ancien policier californien, Joseph James DeAngelo, alors âgé de 72 ans. Les services du shérif le placent alors sur surveillance et récoltent un nouvel échantillon d'ADN prélevé sur la portière de sa voiture. Ils constatent qu'il est identique à celui découvert sur une dizaine de lieux de crime. Pour plus de sûreté, un deuxième échantillon est prélevé, apportant une confirmation du premier. Joseph DeAngelo est arrêté devant son domicile de Citrus Heights, dans la banlieue nord de Sacramento, en Californie, le 25 avril 2018. La capture du criminel tant recherché est bien entendu largement célébrée, mais elle soulève également une question d'éthique et de gestion des données. GED Match laisse le choix de ne pas mettre à disposition son ADN au FBI. Mais avons-nous vraiment le pouvoir de vérifier ? Il faut alors faire confiance, comme nous devons faire confiance aux GAFA sur nos données. GED Match, qui ne vend pas de tests génétiques en France, offre un service gratuit sur une base de données entreposée sur un serveur informatique à l'étranger, sur lequel nous téléchargeons volontairement nos données en acceptant leurs conditions générales d'utilisation et d'exploitation. De plus, cela n'enlève rien à l'accès à ces bases par les particuliers qui veulent comparer leur ADN de manière rapide, simple, efficace. GED Match va jusqu'à offrir la possibilité de télécharger votre fichier de données génétiques et de le comparer aux clients des autres laboratoires, le tout gratuitement. En plus de pouvoir retrouver ses cousins génétiques, le laboratoire fournit des services gratuits de comparaison, analyse ADN, analyse ethnique et sur abonnement, l'accès à des outils de génétique généalogique encore plus performants. Le laboratoire compte aujourd'hui 1,5 million de profils génétiques du monde entier et les nouveaux inscrits par jour sont de l'ordre du millier. Alors, est-ce à vous de prendre le risque ou à ces laboratoires et aux autorités d'imposer des garde-fous ? Guilty, I admit, yes, no. Coupable, je reconnais les faits, oui, non. Ce sont les 4 mots qu'il a répétés, dans une voix chevrotante, il y a quelques mois seulement, au cours de l'audience devant des représentants de la justice, devant des avocats et devant la presse. Il avait le visage émacié, marqué par le temps, une visière de protection pour respecter bien entendu les mesures sanitaires en vigueur, le crâne rasé, il circulait dans un fauteuil roulant et était vêtu d'une combinaison orange. Joseph DeAngelo a plaidé coupable devant un tribunal de Sacramento de 13 assassinats ainsi que de dizaines de viols et autres crimes tels que les cambriolages. Aujourd'hui, âgé de 74 ans, il a accepté les termes de l'accord conclu avec la justice qui vise notamment à éviter un procès long et coûteux. L'accusation l'évaluait à quelques 20 millions de dollars. Cette procédure lui évitera également la peine de mort. Le verdict final, c'est 11 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. DeAngelo, lors de l'annonce du verdict, a présenté de brèves excuses après avoir écouté durant plusieurs jours les déclarations des victimes. Voilà ce qu'il disait. « J'ai écouté toutes vos déclarations, chacune d'entre elles, et je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai blessés. »
Je vais désormais aborder l'enfance et la psychologie de Joseph De Angelo. Joseph De Angelo est né le 8 novembre 1945 à Bath dans l'État de New York. Il est le fils d'un militaire, Joseph De Angelo Senior, et de Kathleen. Il a 3 frères et sœurs, une grande sœur Rebecca née en 1942, une petite sœur Constance née en 1948 et un frère John né en 1949. L'enfance de Joseph ou Joe est marquée par l'instabilité car ils suivent parfois le père de famille lors de ses déplacements militaires à l'étranger. Ils vécurent notamment en Allemagne. Lors de ces nombreux déplacements, Joseph De Angelo Senior a été blessé à de nombreuses reprises. Il est très absent et voit ses enfants en de rares occasions. Au cours de l'année 1954, alors qu'ils habitent en Allemagne, Joseph De Angelo Senior est menacé de renvoi par l'armée s'il s'en prend de nouveau physiquement à Kathleen, sa femme. Plus tard, le fils de Constance, leur seconde fille, révélera que Kathleen était battue par son mari et qu'elle-même battait ses enfants. Un événement traumatisant pour Joe arrive en 1955. Alors que Constance, âgée de 7 ans et lui 9 ans, joue dans un entrepôt abandonné, 2 hommes arrivent. Ils violent Constance sous les yeux de Joe, qui enfant ne peut rien faire. Quand ils rentrent chez eux et avertissent leurs parents du viol que Constance venait de subir, leurs parents leur disent de ne plus jamais en parler. 3 éléments semblent donc pouvoir être source de traumatisme dans les 10 premières années de vie de Joe. D'abord le fait qu'il déménage souvent, ne liant ainsi pas de relation amicale durable avec d'autres enfants, et ensuite les maltraitances physiques et psychologiques, l'absence de leur père et la violence au sein du couple parental. Enfin évidemment le viol terrible dont il a été témoin, celui de sa petite sœur Constance. En 1959, la famille achète une petite maison à Rancho Cordova. Joe se lie d'amitié avec la famille Schneider, les voisins. Il y a de nombreux enfants chez les Schneider, 9, et Joe considère la famille comme sa seconde famille. Il est considéré lui-même comme le 10e enfant, appelant souvent les parents Schneider Mom and Pop. Il trouve chez la famille Schneider tout ce qu'il n'a pas dans sa famille, des parents intentionnés, une famille équilibrée et surtout de la stabilité. Un jour de 1962, Joe qui a alors 16 ans et Gary Schneider qui avait 5 ans de moins que Joe veulent cambrioler une maison et sont attaqués par un berger australien. Joe, violemment, décide de mettre feu au chien avec des pétards. Arrivé à 17 ans, l'âge des premiers émois amoureux, Joe décide de demander en mariage une amie. Elle a 15 ans, donc 2 ans de moins que lui, et refuse sa demande. Voyant qu'il est très perturbé, les sœurs Schneider et la mère Schneider décident de lui parler. Et là, on se rend compte que c'est un homme qui est très hermétique et qui ne parle absolument pas de ses sentiments. Il va être traumatisé de cette expérience amoureuse. Suite à ça, en 1964, Joe, alors âgé de 18 ans, rejoint l'armée après avoir été diplômé du lycée. Il choisit la Navy et travaille comme mécanicien. Cela durera 4 ans. En 1968, il quitte l'armée et décide de reprendre ses études après avoir participé à la guerre du Vietnam pendant 22 mois. En 1969, Joe rencontre Bonnie à l'université, une rencontre primordiale dans sa vie. Il a 23 ans, elle en a 18. Ils commencent à se fréquenter, mais au début Bonnie n'est pas très intéressée. Bonnie vient d'une famille très traditionnaliste avec un père vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Son père considère que les femmes ne sont pas aptes à travailler et refuse à Bonnie de faire les études qui l'intéressent. Elle fait des études d'infirmière. Le fait que Joe soit lui-même un vétéran plaît au père de Bonnie, ce que Bonnie apprécie. Bonnie perd sa virginité avec Joe. Il est brutal et insatiable. Il la sollicite parfois plusieurs fois de suite jusqu'à 5 fois d'affilée, se contrôlant pour ne pas éjaculer et pouvoir recommencer juste après. C'est douloureux pour Bonnie qui, en raison de son habitude à ne pas dire ce qu'elle pense et de son manque d'éducation sur la sexualité, ne dit rien. On remarque les premiers traits de Joe, menteur et maniaque suite à quelques anecdotes. Il ment sur Bonnie à propos de certaines blessures soi-disant de guerre et s'énerve sur les frères de Bonnie quand des pop-corns tombent dans sa voiture. Le 14 mai 1970, Joe et Bonnie se fiancent après 8 mois de relation. Il n'y a pas vraiment de date de mariage, il s'agit avant tout d'une promesse.
De son côté, Bonnie envisage plutôt les fiançailles comme une déclaration d'indépendance vis-à-vis de son père. Pourtant, Bonnie est de plus en plus mal à l'aise avec Joe. Il semble considérer que les règles ne s'appliquent pas à lui, tandis qu'elle est très à cheval là-dessus. Il est intéressé par les armes à feu, n'ayant pourtant aucun permis. Il tue les animaux hors période de chasse, même les animaux qu'il ne pourra pas manger. Un jour, il force Bonnie à tirer sur une colombe dans un arbre. Elle s'exécute, il en est ravi, alors qu'elle a envie de vomir. Un autre jour, un berger allemand les poursuit, Bonnie et lui. Joe lui donne un énorme coup de pied, tuant le chien sur le coup. Plus les mois passent, plus il montre qu'il aime briser les règles et ne pas suivre les règles. Bonnie voit son plaisir à tuer les animaux, ce qui la dégoûte. Elle n'est vraiment plus sûre de son choix, elle n'est plus sûre de ses sentiments pour Joe. En 1971, Bonnie décide de rompre ses fiançailles. Elle lui annonce ça chez elle, elle lui rend la bague. Au début, il va la supplier, mais ne semble pas réellement triste. On verra son côté hermétique ressortir à ce moment-là. La décision de Bonnie est définitive. Une semaine plus tard, Bonnie surprend Joe qui tient la main d'une fille qu'elle ne connaît pas en cours de psychologie. Elle se dit que c'est bon, il a digéré la chose. Mais quelques jours plus tard, Bonnie se réveille en plein milieu de la nuit quand elle entend des toc-toc à sa fenêtre. Elle ouvre le rideau et voit Joe de l'autre côté de la fenêtre avec un pistolet pointé sur elle. Il lui dit de s'habiller parce qu'ils vont aller à Reno dans le Nevada se marier. Bonnie, apeurée, court voir son père qui lui dit de s'enfermer dans la salle de bain. Le père de Bonnie mettra 2 heures à raisonner Joe. Il ne veut pas porter plainte car à ce moment-là, Joe compte se lancer dans une carrière policière et n'a pas envie que ceci porte préjudice à Joe. Bonnie, terrifiée, prend un semestre hors de l'université et change ses matières pour ne plus jamais recroiser Joe. Le 10 novembre 1973, Joe épouse Sharon Huddle qui a 21 ans. Ils auront plus tard 3 filles. La même année, il rejoint la police. Et l'année suivante, les cambriolages commencent à Rancho Cordova. En 1979, il est arrêté pour vol à l'étalage. Il essayait de voler un marteau et du répulsif pour chien. C'est très étrange car ce sont des objets qu'il aurait pu se payer. Il n'était pas un très bon policier, commettant beaucoup d'erreurs, mais pas parce qu'il était nul, parce qu'il s'impliquait peu dans les affaires et parfois même faisait exprès de faire capoter certaines affaires. Il est donc renvoyé par la police. Peu de temps après, la fille du chef de police rapporte qu'un homme a regardé dans sa chambre avec une lampe torche et l'a effrayé. Le chef de la police, quant à lui, apprend que Joe, ayant parlé à un thérapeute, a indiqué qu'il voulait le tuer. Le chef de la police ne prend pas ces menaces au sérieux, mais il fait tout de même installer une alarme chez lui. Joe deviendra ensuite mécanicien. La suite de l'histoire, vous la connaissez donc, je vais maintenant aborder sa psychologie, vue par son entourage et certains psychologues. Joe est un très bon père, il pêche, il entretient sa maison et sa pelouse est toujours bien taillée. Selon certains voisins, il pouvait vriller à tout moment, par exemple quand le chien aboyait trop fort, il menaçait de mort ses voisins. Il avait quand même tendance par la suite à s'excuser rapidement. Joe est un homme qui n'exprime jamais ses sentiments. Il a vraiment du mal à parler, il est décrit comme parfois plastique et froid. C'est un homme qui sait rester calme, tout est toujours bien calculé, il est toujours sous contrôle. Il n'est pas impulsif et a tendance du coup à rester calme dans toutes les situations. On le décrit comme manipulateur, sociopathe, très intelligent, voire au-dessus de la moyenne. C'est un homme qui est sadique, qui n'aurait pas d'empathie, pas de remords, qui est menteur et qui est un dominant sexuel. On dit aussi qu'il serait bipolaire. Et d'ailleurs, lors de son arrestation en 2016, il va parler d'un certain Jerry. C'est son double en fait. Et c'est à cause de ce Jerry qu'il aurait commis tous ses viols et ses meurtres. Ce Jerry prend le pouvoir sur lui et l'empêche de rester en contrôle. Pourquoi il aurait arrêté en 1986 ? Car il aurait réussi à chasser ce Jerry de sa tête. À voir si cela est vrai, je ne sais pas. Comme beaucoup de serial killers, il s'intéresse énormément aux affaires policières et à toutes les techniques, empreintes, etc. Et d'ailleurs, il réussira à rentrer dans la police, il restera 6 ans. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'il a fait des très bonnes études, c'était un très bon étudiant, il a été diplômé.
et puis parce que c'était aussi une petite ville, donc il a été facilement recruté. C'est pour cela d'ailleurs que pendant plusieurs années, il n'a pas réussi à se faire attraper. Il faisait attention à tout ce qu'il faisait. Il ne laissait pas d'empreinte, il était vraiment très doué. On peut donc se demander pourquoi en 1986 il a arrêté, suite à un parcours au final quasi sans faute. Eh bien certains pensent qu'il aurait peut-être eu l'intelligence de réfléchir aux avancées scientifiques, donc peut-être des empreintes plus faciles à étudier, peut-être aurait-il pensé à l'ADN, et donc il a dû se sentir plus vulnérable et a senti bon de s'arrêter au bon moment. Encore une fois, le traumatisme qu'il a subi alors qu'il était enfant, à 9 ans, le viol de sa sœur, est sûrement l'élément déclencheur de tout ça. Bon, en tout cas, je voudrais vous lire les derniers mots du livre de Michelle McNamara, puisque à la fin, elle adresse une lettre assez émouvante au criminel, puisqu'elle est persuadée qu'il est toujours vivant. Et ces derniers mots sont incroyables, puisque quand on connaît l'histoire, on sait que ça s'est passé comme ça. Elle était vraiment visionnaire, cette femme. Un jour, bientôt, vous entendrez une voiture se garer le long du trottoir devant chez vous, un moteur se couper. Vous entendrez des bruits de pas remontant votre allée. La sonnette tinte. Il n'y a aucune barrière ouverte sur le côté. Cela fait bien longtemps que vous ne sautez plus les palissades. Prenez une de vos inspirations nerveuses et avides. Serrez les poings. Avancez timidement vers l'insistante sonnette. Voilà comment ça se termine pour vous. Je te ferai taire pour toujours et je disparaîtrai dans la nuit. Aviez-vous lancé à une victime? Ouvrez la porte. Montrez-nous votre visage. Entrez dans la lumière. Nous allons continuer avec le Bienvenue à Gattaca, qui est un film qui nous a paru pertinent, puisque à chaque fois que nous étudierons une affaire, un criminel, nous étudierons une œuvre artistique majeure qui peut être liée au sujet qui nous intéresse. Et donc nous commençons avec Bienvenue à Gattaca, un chef-d'œuvre qu'Adélie va vous exposer. Alors, Bienvenue à Gattaca est un film américain d'anticipation et de science-fiction réalisé par Andrew Niccol et qui est sorti en 1997. Dans les protagonistes, vous retrouvez Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law. Donc, je vais vous faire un petit résumé, je ne vais pas vous spoiler la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est dans un monde futuriste. En fait, on peut choisir le génotype des enfants. Dans cette société hautement technologique qui pratique l'eugénisme à grande échelle, les gamètes des parents sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et le plus d'avantages possible. Alors, bien que cela soit officiellement interdit, entreprises et employeurs recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Et les personnes conçues de manière naturelle se retrouvent reléguées à des tâches subalternes, donc hommes de ménage, enfin voilà, tâches d'entretien. Gattaca, qui est un centre d'études et de recherche spatiale, recueille en fait des gens au patrimoine génétique impeccable, et en fait l'histoire va confronter Jérôme, qui est un candidat génétiquement idéal, qui en fait voit sa vie détruite par un accident. Alors on apprendra plus tard que c'est suite à une tentative de suicide, qui lui en fait refuse cette vie trop parfaite, n'a aucune volonté, et en fait Jérôme va être confronté à Vincent, qui lui a été conçu naturellement et qui a donc un capital génétique imparfait, qui lui rêve de partir pour l'espace et d'intégrer Gattaca. Donc chacun des deux va permettre l'un à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. Donc, alors ce film, il a reçu un accueil critique positif, mais c'est pas non plus un blockbuster. Il va pas au je recommence. Donc c'est pas non plus un blockbuster. Il ne se place pas au box-office tout de suite, mais en tout cas, il aura le mérite de relancer le débat
autour de la génétique humaine et il y a beaucoup de spécialistes qui vont considérer que c'est très plausible ce qui se passe en fait dans le film. Donc Gattaca, pourquoi ce film? Parce qu'on peut se demander en rapport avec l'affaire du Golden State Killer, quelles sont les limites de l'utilisation de l'ADN? Eh ben oui, parce que dans le Golden State Killer, dans cette affaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même ça. Et moi, j'en suis persuadée. En tout cas, sans ça, on n'aurait pas pu découvrir que Joseph DeAngelo était ce criminel. Et donc, c'est pour ça, c'est une avancée considérable. Puis, il n'y a pas que Joseph DeAngelo qu'on a retrouvé. Il y a un paquet de criminels qu'on a pu retrouver grâce à ça. Notamment, je crois qu'Adélie, tu avais en tête quelques affaires Oui, assez importantes. complètement. En fait, alors par contre, il faut pas oublier que selon certains pays, l'utilisation de l'ADN est complètement différente. Aux États-Unis, je pense qu'il y a moins de questions d'éthique, il y a voilà, il y a moins de limites. En France, alors voilà, en France, on fait attention. Et toutes ces affaires résolues, je vais vous en citer 3. C'est grâce en fait à l'ADN de la personne, du criminel qui avait été fiché dans le passé suite en fait à des fautes qu'ils avaient commises. Donc vous avez en premier les disparus de la gare de Perpignan, qui se sont passés en 1997-98. Vous avez eu 2 femmes qui ont été violées, assassinées et mutilées autour de la gare de Perpignan. Et en fait, pendant 17 ans, l'enquête n'a pas du tout abouti. Et c'est finalement en 2014 que le FNAC permet de confondre Jacques Rançon. Et c'est une trace d'ADN qui avait été laissée sur la chaussure d'une des victimes à l'époque et qui a permis de l'identifier. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il a été consigné dans le fichier à la suite d'une autre condamnation pour viol et agression sexuelle. Voilà. Donc, comme quoi, récidiviste, et c'est grâce à ça qu'il s'est fait attraper. Deuxième exemple, meurtre d'une disparue de la 6. C'était bien sûr Christelle Blétry qui avait 20 ans à l'époque et qui avait été retrouvée de 123 coups de couteau. 18 ans après la découverte du corps, des nouvelles analyses ont été réalisées grâce en fait aux fonds mis en place par les associations, etc. Et l'ADN retrouvé sur le corps de Christelle a permis de retrouver un certain Pascal Jardin qui lui aussi en fait avait été arrêté un petit peu après tout ça suite en fait à une tentative d'agression sexuelle lui aussi. Donc il a été arrêté grâce à ça. Et troisièmement, le meurtre d'Élodie Kulik, pareil, jeune fille de 24 ans qui avait été violée et tuée dans un bois de la Somme en février 2002. Et c'est en 2012, que je dis pas de bêtises, voilà, 10 ans plus tard, que les agresseurs ont été retrouvés. Et cette fois-ci, c'est un parent des agresseurs qui a été aussi condamné pour agression sexuelle. Et l'ADN a permis de remonter le lien familial et retrouver 2 hommes qui ont été en fait ensuite condamnés. Donc il y a Grégory Villard et le deuxième nom, il me semble que c'est un de ses cousins ou de son frère, Willy Bardon. Voilà, il faudra vérifier, je suis pas sûre de cette dernière info, mais en tout cas, vous pouvez retrouver les enquêtes sur Faites entrer l'accusé. Et ça, pour le coup, l'ADN a vraiment permis de résoudre depuis les années 2000 plein d'affaires. Voilà. Mais en tout cas, ce sont de jolies familles et on a envie de les connaître un peu mieux. Tout à fait. Complètement. Sinon, après, alors, il y a aussi, ça, ce sont les points positifs, mais on a aussi plein de fausses pistes. Et finalement, l'ADN, des fois, elle est problématique. Elle peut mettre un peu en péril certaines enquêtes et certaines même situations qui sont complètement en dehors d'une enquête classique. Mais vous avez aussi, alors, c'est un petit peu, il y a eu des sketchs autour de ça, mais ça peut être vrai. Par exemple, une femme de ménage qui, après avoir volé le sperme d'un millionnaire dans la poubelle, tombe enceinte et lui vole un peu sa fortune. Vous voyez, c'est des bêtises, mais ça peut être. Et je crois qu'on coach les footballeurs aussi et les grandes stars, ils ont des coachs pour toujours leur dire de ne pas laisser traîner leur préservatif. Mais alors, c'est là que je me dis que c'est dommage, je devrais plutôt devenir femme de ménage. J'ai raté ma carrière. Bah, écoute, peut-être. Ça vous donne des idées, vous qui nous écoutez? Mais, bah, écoute, sûrement. Mais c'est vrai que là, on donne certaines idées quand même. Mais il y a une histoire qui est quand même assez grave. Et heureusement que la police française a su résoudre cette histoire avant qu'il ne soit trop tard. Alors, c'est l'histoire de Jean-Luc Caillez, qui est un concierge.
et pour brouiller les pistes du meurtre de la petite Audrey, qui était une des locataires de l'immeuble, il a été chercher le sperme d'un des voisins pour l'intégrer, enfin je sais pas comment on dit, c'est ça, le mettre sur Audrey. Et heureusement qu'il s'est ensuite par la suite dénoncé, sinon le voisin aurait été coupable. Inculpé, Donc, voilà. quand même, c'est se donner beaucoup de mal pour finalement se dénoncer soi-même, quoi. Oui, tout à Oui, fait. voilà. Après, il avait un petit problème psychologique, c'était un récidiviste. Et il était censé être en castration chimique. Alors, il faut savoir que la castration chimique, c'est au bon vouloir de la personne. En France, on peut pas forcer quelqu'un à prendre un traitement. Et donc, s'il décide d'arrêter de prendre son traitement, et ben voilà. Et c'est ce qu'il avait fait. Il avait arrêté de prendre son traitement. Et puis, du coup, voilà. Il avait eu ces petites pulsions qui étaient revenues. Moi, j'ai un autre point un peu négatif aussi, enfin en tout cas dangereux, qui avait été soulevé. Je l'ai vu justement en étudiant la proposition 69 là en 2004 aux États-Unis pour élargir le CODIS, la base de données, si vous avez suivi. Et en effet, les détraqueurs de cette proposition disaient quand même rappeler que des statistiques font écho d'un taux d'erreur de 3% dans les meilleurs laboratoires, ce qui me semble, moi, énorme. Et donc, à l'échelle de la Californie, par exemple, seulement, ça se concrétiserait par l'inclusion erronée de 15 000 personnes par an dans les fichiers. Ouais, c'est énorme en fait. Donc c'est quand même énorme. Alors même si il y a beaucoup d'aspects positifs à tout ça, il y a aussi voilà le risque d'aller inculper, en tout cas de soupçonner un inconnu et tout comme tu disais en fait les fausses pistes qui s'en suivent et le retard qu'on prend sur la vraie enquête quoi. Donc il faut dans les meilleurs laboratoires quand même, donc faut en tenir compte. Oui, bien sûr. C'est à prendre avec des pincettes, mais voilà. le risque zéro n'existe pas. Oui, Même et puis par ailleurs, en fait, c'est ce que je pense, c'est aussi qu'on peut vraiment retrouver de l'ADN de tout le monde un peu partout. Dans l'affaire, par exemple, Joe Bennett Ramsey, c'est vrai que dans la culotte de la petite fille qui a été retrouvée morte chez elle, on a trouvé un ADN inconnu et il y a une émission qui était sur YouTube qui, je crois, a été supprimée, mais peut-être que c'est possible de la retrouver quelque part sur Internet. C'est des anciens enquêteurs du FBI et de la police qui refont l'enquête et qui ont découvert que c'était possible dans les sous-vêtements qui venaient d'être achetés de trouver des ADN différents, inconnus, qui seraient éventuellement ceux des employés de l'usine qui a fabriqué les culottes. Donc, c'est voilà vrai qu'on pourquoi peut il faut retrouver, laver ses vêtements avant de porter. C'est ça. Surtout les Au cas où culottes. vous vous faites assassiner. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai vu que Bienvenue à Gattaca, si on en revient à ça, et donc l'ADN, etc. Et tu disais que c'était, voilà, Adélie, c'est quelque chose qui est quand même plutôt plausible. Ça pourrait arriver incessamment sous peu. Hein. On se croirait dans un épisode aussi de Black Mirror. Apparemment, la NASA a désigné en 2011 Gattaca film de science-fiction le plus plausible de l'histoire du cinéma. Et ouais, voilà. Génial. Très précurseur. C'est chaud. Sachant que c'est extrêmement déprimant quand même. Enfin, le thème est horriblement déprimant. Et apparemment aussi, je vous donne des petits fun facts qui sont pas si drôles que ça, mais à Los Angeles, on est toujours quand même dans le même coin des États-Unis, hein, au Fertility Institute, on peut déjà choisir son bébé dans un tube à essai et comme ça, on évite les maladies graves. Complètement. Merveilleux. J'avais été il y a quelques années. Pardon. J'avais été il y a quelques années à la Villette et il y avait des trucs sur l'ADN, mais c'était il y a vraiment au moins 12 ans. Et il y avait ils faisaient des petits votes pour que les gens qui visitaient l'exposition donnent leur avis. Et c'était par exemple si vous pouviez modifier ou choisir votre enfant, est-ce que vous seriez d'accord pour le choisir pour qu'il par exemple il soit pas myope ou qu'il soit pas même roux? Et les gens disaient oui à tout. Et donc on se disait mon Dieu mais laisser une part au hasard. Enfin c'est terrible. En plus roux c'est pas une tare mais bon. Ouais, c'est bon. Ouais, s'il te plaît, je précise que j'ai un peu de roux en moi. Moi, j'aime beaucoup les roux. Ouais, je précise que j'ai un grand amour pour les roux. Voilà. Non, mais vous pouvez remarquer qu'il y a certaines personnes, je vais pas citer d'exemples concrets, mais certaines stars américaines ou des gens qui ont énormément d'argent, qui sont par exemple métisses, aux yeux foncés, les deux parents, ont bizarrement un bébé blond aux yeux bleus. Et ça, j'ai vu plusieurs cas où il y a vraiment où on se demande s'il n'y a pas eu intervention génétique là-dedans au moment de la conception du bébé. Mais est-ce qu'on en est déjà capable? En
fait, de faire ça. On en est capable. On en Ah est oui. capable. Oui. Apparemment, ouais. Par des entreprises privées. Et si vous avez beaucoup d'argent, c'est possible. Ah bah, génial. Voilà. Bon, super. Un autre sujet peut-être? Non, mais en tout cas, je sais pas si Adélie, tu voulais dire quelque chose sur les stars qui étaient briefées pour protéger. Mais oui, mais j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je disais par exemple les joueurs de foot qui ont des coachs ainsi que des stars mondiales de la musique ou autres qui, alors surtout quand elles ont des rapports avec certaines filles, déjà ces filles doivent signer un papier pour clause de confidentialité, mais aussi ces stars sont énormément briefées pour faire attention où elles laissent traîner leurs spermatozoïdes. Ouais, leur ADN, quoi. Bien sûr, leur ADN, voilà, ils sont briefés. Alors bien sûr, après l'erreur est humaine, hein, mais en tout cas, je pense, et c'est même sûr qu'on les coach là-dessus. Voilà. Leur ADN a de la valeur, en fait, et c'est une monnaie qui peut être utilisée. Exactement, complètement. C'est pour ça. En tout cas, moi, j'aimerais parler d'une dernière chose qui est pas liée à l'ADN, mais je voudrais juste faire un petit point sur les victimes dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que, enfin, c'est important, je pense, pour comprendre vraiment tout ce qui s'est passé. À l'époque, les services de police n'avaient pas de centre, enfin d'espace pour les victimes de violences sexuelles. Il n'y avait pas de soutien psychologique, pas de médecin légiste, psychologue spécialisé dans les violences sexuelles. Et de fait, elle ne se sentait pas du tout soutenue. C'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et d'ailleurs, souvent, en fait, on les trouvait responsables pour certaines choses. Enfin, on a vu déjà comment elles ont été traitées pour leur centre pour victimes de viol. Et à ce sujet aussi, je voudrais rajouter que Bonnie, donc la fiancée de Joseph D'Angelo, celle qui a rompu les fiançailles, a été considérée par beaucoup comme étant plus ou moins responsable de ce qui s'était passé, puisque c'est suite à son refus qu'il a un peu vrillé et c'est vrai qu'il a parlé, enfin il a mentionné son nom lors d'un viol, enfin après un viol. Bonnie a à ce moment-là essayé de se justifier en disant que plus tard dans sa vie, elle avait elle-même été victime de viol et donc elle avait vécu les mêmes choses que les victimes, elle était passée par les mêmes questions et c'est vrai que je trouve ça terrible à titre personnel de devoir se justifier en disant qu'elle aussi a vécu la même chose, mais en tout cas je pense qu'on se rend pas compte nous aujourd'hui en 2020 que à l'époque c'était terrible qu'on n'en parlait pas et que les victimes elles ne se sentaient absolument pas soutenues et donc je pense que c'est une bonne piste de dialogue éventuellement à avoir autour de nous. Enfin bon, c'est à titre personnel, mais je trouve ça intéressant quand même. Oui, même des viols qui sont arrivés il y a longtemps et qui concernent des personnes peut-être plus âgées aujourd'hui. C'est pas pour ça que faut minimiser la chose on a la chance que les mœurs ont évolué et que maintenant le contexte est différent, voilà, et que la parole est ouverte. Ouais. Donc en tout cas, merci les filles. Merci à vous. Les filles, merci d'avoir écouté. À chaque épisode, l'une de nous choisira l'affaire qui lui tient à cœur. Cette fois-ci, c'était moi, Capucine, qui ai choisi cette affaire qui me passionnait et sur laquelle on a peu d'informations en France. La prochaine fois, ce sera l'une de vous deux. Et puis j'espère que ça vous plaira à chaque fois et on choisira à chaque fois un nouveau film. Et donc on se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci. Super. Et à très vite. Merci beaucoup. Au prochain épisode. Nous remercions Evan Loger-Raymond pour la composition de ce générique et Noémie Dourneau au violoncelle.